Bienvenue au cours en ligne en 3 modules, axés sur l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination dans les établissements de santé offrant des services liés au VIH. Ce cours en ligne est parrainé par l'International Association of Providers of AIDS Care, en partenariat avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, l'International AIDS Society et le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH. Nous sommes reconnaissants du soutien apporté à ce projet par le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida et l'Agence américaine pour le développement international. Cliquez sur la flèche de droite pour une description du cours en ligne et pour commencer le module 1. Plus de 3 décennies après le début de l'épidémie de VIH, des craintes irrationnelles concernant le sida, des attitudes et des jugements négatifs à l'égard des personnes vivant avec le VIH et des personnes à risque persistent. Les effets de la stigmatisation et de la discrimination sont très étendus et ont des effets négatifs importants sur la réponse globale au VIH. La stigmatisation et la discrimination perpétrées dans les établissements de santé, outre qu'elles représentent des violations des droits de l'homme, constituent également des obstacles à l'accès et à l'utilisation des services de soutien médical et psychosocial qui sont essentiels pour obtenir des résultats favorables chez les patients séropositifs. Le premier objectif de ce cours en ligne est d'informer les prestataires de soins de santé et de renforcer leur capacité à réduire la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé, et à améliorer ainsi l'accès et l'utilisation de services de VIH de qualité. Le deuxième objectif est d'offrir une ressource en ligne conviviale et autogérée pour la formation du personnel des établissements de santé en s'appuyant sur les ressources existantes de lutte contre la stigmatisation, testées et validées sur le terrain. Ce cours en ligne comporte 6 objectifs d'apprentissage. À la fin du cours électronique, vous serez en mesure de 1. Définir la stigmatisation et la discrimination. 2. Identifier les causes et les conséquences de la stigmatisation et de la discrimination. 3. Décrire à quoi ressemble la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé. 4. Identifier les moyens d'éliminer la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé. 5. Décrire en des termes pratiques comment les prestataires de soins de santé peuvent éviter d'adopter un comportement ou une communication stigmatisant dans leur travail quotidien. Et 6. Décrire comment les établissements de santé peuvent élaborer, mettre en œuvre, renforcer et contrôler un code de conduite anti-stigmatisation pour les professionnels de la santé et un plan d'action pour les établissements de la santé. Commençons par le module 1, les droits de l'homme dans les établissements de santé. L'objectif de ce module est de fournir, sous l'angle des droits de l'homme, un aperçu de la nécessité d'éliminer la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé. Dans la première section, nous allons explorer les concepts de stigmatisation et de discrimination et la manière dont ils peuvent avoir un impact sur vos patients. Le droit à la santé est inscrit dans divers instruments des droits de l'homme, qui constituent un droit légal. La Déclaration de Genève, adoptée par l'Assemblée générale de l'Association médicale mondiale en 1948, complète ces documents. Elle déclare l'attachement de la profession médicale à l'humanitarisme et se veut une mise à jour du serment d'Hippocrate. La déclaration exige des professionnels de la santé qu'ils prennent entre autres les engagements suivants. 1. La santé de mon patient sera ma première préoccupation. Et 2. Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nationalité, de race, de politique, de parti ou de statut social interviennent entre mon devoir et mon patient. Malgré les instruments juridiques, les serments et les déclarations, des violations des droits de l'homme se produisent malheureusement dans les établissements de santé de nombreuses régions du monde, limitant l'accès des patients à des services de santé de qualité et par extension privant les personnes de leur dignité fondamentale et de leur droit à la santé. En particulier, les travailleurs de la santé sont également victimes de discrimination dans leur vie personnelle et professionnelle, et peuvent travailler dans des environnements où leurs droits, leurs responsabilités et leurs rôles ne sont pas reconnus ou respectés. Parmi les exemples de violation des droits de l'homme, on peut citer la contrainte exercée sur les patients pour qu'ils se soumettent à des procédures de santé, le refus ou la prestation de soins de qualité inférieure et les violations de la confidentialité et de la vie privée. Nous les examinerons plus en détail plus loin dans ce cours en ligne. Ici, nous voyons quelques exemples et conséquences de violations des droits de l'homme dans le contexte de la prévention, des soins et du traitement du VIH.
Les personnes qui sont victimes de stigmatisation et de discrimination sont marginalisées et rendues plus vulnérables au VIH. Les personnes vivant avec le VIH sont plus vulnérables à la stigmatisation et à la discrimination. Les mythes et la désinformation, omniprésents depuis plus de 3 décennies dans l'épidémie du VIH, accentuent la stigmatisation qui entoure le VIH. Une personne sur 8 vivant avec le VIH se voit refuser l'accès aux services de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination. L'adoption d'une approche fondée sur les droits de l'homme, une approche qui respecte les droits inaliénables de toutes les personnes à l'égalité, au respect, à la dignité et à la santé, est essentielle pour maximiser les résultats de santé des patients et en fin de compte pour parvenir à contrôler l'épidémie de VIH. C'est pourquoi le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ou ONU-Sida, a plaidé et le monde a adopté l'objectif de parvenir à une stigmatisation et une discrimination zéro liées au VIH d'ici 2030. Il est important de clairement définir la stigmatisation et la discrimination. Commençons par la stigmatisation, qui est définie comme un processus social de dévalorisation d'une personne en commençant par marquer ou étiqueter les différences de quelqu'un et en attribuant des valeurs négatives à ces différences. Le graphique ci-contre illustre ce processus dans le contexte du VIH-Sida et des populations vulnérables au VIH. Les personnes qui sont stigmatisées parce qu'elles vivent avec le VIH, parce qu'elles se livrent au commerce du sexe ou à la consommation de drogue, ou parce qu'elles expriment des normes de genre différentes, sont victimes de marginalisation, devenant ainsi les sujets de harcèlement et d'abus, de discrimination et de violence. Au sein d'un établissement de santé, il arrive aussi qu'elles bénéficient de services de santé de mauvaise qualité. Les résultats de la marginalisation peuvent comprendre un mauvais bien-être social et émotionnel, l'engagement dans des situations et des comportements à risque, et dans certains cas, une exacerbation des circonstances économiques, y compris la pauvreté, qui peuvent tous se traduire par de mauvais résultats pour la santé. La discrimination est définie comme le traitement injuste et inéquitable d'individus sur la base d'une caractéristique réelle ou perçue comme telle que le statut VIH, l'âge, la race et l'ethnicité, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, la situation de logement, le statut d'immigration ou le casier judiciaire. Comme la discrimination a tendance à être précédée par la stigmatisation, elle est considérée comme une forme de stigmatisation promulguée. La discrimination peut être vécue au niveau de l'individu, de l'établissement, de la communauté ou du pays. Au niveau national, les lois, les politiques et les pratiques peuvent perpétuer la discrimination dans les établissements de soins de santé en interdisant ou en décourageant les personnes de rechercher les services de santé dont elles peuvent avoir besoin et auxquels elles ont droit. Pour être clair, la discrimination touche à la fois les utilisateurs des services de soins et les prestataires de soins de santé. La discrimination constitue un obstacle à l'accès et à l'utilisation des services de santé, et elle affecte également la qualité de ces services d'une manière qui a un impact négatif sur les résultats de santé. La discrimination renforce l'exclusion de la société, tant pour les individus que pour les groupes de personnes, contribuant à l'isolement de tout individu ou groupe d'individus, ce qui viole les droits à l'égalité, à la dignité et à la santé. La stigmatisation et la discrimination ne sont pas mutuellement exclusives, elles sont intimement liées. Alors que la stigmatisation est une croyance ou une attitude, l'action résultant de la stigmatisation est une discrimination. Par exemple, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ou HSH, peuvent se voir refuser l'accès à toutes les options de prévention du VIH disponibles, y compris la prophylaxie pré-exposition, ou PrEP, en raison de jugements chargés de valeurs portés par les travailleurs de la santé sur la base de valeurs et de croyances personnelles. Les personnes vivant avec le VIH peuvent se voir refuser un traitement dans un établissement de santé en raison de leur statut VIH ou parce qu'elles appartiennent à une population clé fortement stigmatisée, comme les personnes qui s'injectent des drogues. Le statut VIH ou l'identité sexuelle d'un patient peut être révélé publiquement, en violation flagrante du droit à la confidentialité. La discrimination prend également la forme d'abus physiques ou verbaux, ou de traitements involontaires ou coercitifs, tels que la contraception forcée ou l'avortement. La stigmatisation et la discrimination peuvent passer inaperçues ou être ignorées par les professionnels de la santé, qui portent automatiquement des jugements sur les personnes
sans se rendre compte de la manière dont ces jugements affecteront la qualité des services de santé qu'ils fournissent et pourraient avoir un impact négatif durable sur la santé et le bien-être de leurs patients. Pour visualiser ces concepts, imaginez le cycle de l'ignorance. La stigmatisation peut faire partie d'un cercle vertueux ou vicieux dans lequel la peur, l'inaction et le silence conduisent à une stigmatisation et une discrimination permanente. Dans un établissement de santé offrant des services de lutte contre le VIH, la stigmatisation et la discrimination font partie des nombreux facteurs qui contribuent au désengagement des soins et à la détérioration de la santé à une époque où les options de prévention et de traitement du VIH sont puissantes. Maintenant que nous avons défini la stigmatisation et la discrimination et leur impact sur l'accès et l'utilisation de services de santé de qualité, prenons un moment pour réfléchir aux expériences réelles des personnes vivant avec le VIH en matière de stigmatisation et de discrimination. Plus de 250 villes et municipalités du monde entier ont formé un réseau, Fast Track Cities, qui s'est engagé à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. En 2018, les personnes vivant avec le VIH dans 29 villes du réseau Fast Track Cities du monde entier ont été interrogées pour évaluer, entre autres, la stigmatisation dont elles sont victimes au sein de leur communauté et dans leur établissement de santé. Les 29 villes, qui représentent une répartition globale dans toutes les régions du monde, sont énumérées sur le côté gauche de l'écran. Nous présentons ici quelques résultats provisoires de l'enquête IAPAC sur la qualité de vie. En réponse à la question de savoir si les personnes vivant avec le VIH avaient été victimes de stigmatisation ou de discrimination dans leur communauté au cours des 12 derniers mois, près d'un répondant sur 3 a répondu oui. Lorsque nous leur avons demandé s'ils avaient été victimes de stigmatisation ou de discrimination dans leur établissement de santé au cours des 12 derniers mois, près de 20% ont répondu oui. Et, parmi ces derniers, les 3/4, soit 75% des personnes interrogées, ont déclaré avoir été stigmatisées par un travailleur de la santé et près de 40% ont déclaré avoir été stigmatisées par l'administration ou le personnel de l'établissement de santé. Ces résultats préliminaires sont troublants, mais malheureusement, ils reflètent la nature omniprésente de la stigmatisation et de la discrimination, près de 4 décennies après le début de l'épidémie mondiale de VIH. Dans de nombreux pays, des lois discriminatoires et non fondées sur des preuves servent à codifier la marginalisation des personnes les plus exposées au risque de contracter le VIH et de celles qui vivent avec le virus. Les lois peuvent exiger des prestataires de soins de santé qu'ils signalent certains groupes de personnes aux forces de l'ordre. Les activités homosexuelles sont interdites dans environ 80 pays et sont passibles de peines allant de l'emprisonnement à l'exécution. Plus de 100 pays criminalisent certains aspects du commerce du sexe et peuvent même l'interdire complètement. Dans de nombreux pays, les personnes transgenres ne sont pas reconnues comme des personnes morales. Des pratiques policières sévères ou illégales obligent les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et les transsexuels à éviter les services de santé, ce qui a pour effet de faire passer l'épidémie locale de VIH dans la clandestinité et d'accroître ainsi la vulnérabilité au VIH. Les migrants et les réfugiés peuvent également se voir refuser l'accès à la prévention et au traitement du VIH. Et, dans certains pays, les consommateurs de drogue peuvent être détenus dans des centres de réhabilitation de drogue pendant de nombreuses années, avec une violation systématique de leurs droits fondamentaux, du travail forcé sans traitement pour leur dépendance à la drogue, et ces derniers peuvent mourir dans ces centres. Étant donné qu'une personne sur 3 ayant répondu à l'enquête Fast Track Cities sur la qualité de vie a déclaré être victime de la stigmatisation dans sa communauté, il est important de contextualiser la stigmatisation liée au VIH, qui prend de nombreuses formes. L'autostigmatisation et la stigmatisation sociétale en sont des exemples. L'autostigmatisation implique un sentiment de jugement négatif sur soi-même, qui peut entraîner la honte, l'inutilité et l'isolement, et contribue à la non-divulgation de sa séropositivité. Elle peut également entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression, qui est fréquente chez les personnes vivant avec le VIH. Il convient de noter que la santé mentale elle-même est généralement stigmatisée et souvent non reconnue et non traitée dans de nombreux contextes en raison de la stigmatisation. La stigmatisation au niveau sociétal est causée par les lois qui criminalisent la conduite des personnes vivant avec le VIH ou qui exercent des mesures juridiques punitives contre les populations clés vulnérables au VIH, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes transgenres, les consommateurs de drogue et les travailleurs du sexe.
Ce type de stigmatisation, sanctionné par l'État, aliène les personnes vivant avec le VIH et celles qui risquent de contracter l'infection. De plus, elle dissuade les gens de demander un test de dépistage et un traitement du VIH, ainsi que des services de réduction des risques et autres. Il existe deux autres formes de stigmatisation qui méritent d'être mentionnées. La stigmatisation liée à l'emploi sur le lieu de travail marginalise des groupes tels que les personnes vivant avec le VIH et les migrants, séropositifs ou séronégatifs. Ces personnes peuvent être stigmatisées par leurs collègues et leurs employeurs, faire l'objet d'un licenciement ou d'un refus d'embauche ou recevoir un salaire inférieur aux normes. La stigmatisation au niveau du ménage peut entraîner le rejet de la famille, forçant les personnes à quitter leur domicile et augmentant leur vulnérabilité, leur insécurité financière et de logement, et le risque de s'engager dans des relations sexuelles transactionnelles. Il existe trois principaux facteurs de stigmatisation liés au VIH. Le manque de sensibilisation des travailleurs de la santé est l'un de ces facteurs. Les travailleurs de la santé ne sont souvent pas conscients que leur attitude, leurs paroles et leurs actions sont stigmatisantes. Un deuxième facteur est l'application de jugements moraux. Les professionnels de la santé peuvent porter des jugements négatifs sur des personnes différentes et ne pas comprendre la vie, l'identité et la sexualité des populations clés vulnérables au VIH. Les personnes vivant avec le VIH, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les transsexuels, les travailleurs du sexe et les consommateurs de drogue peuvent être considérés comme des pécheurs ou des immoraux et méritent donc la honte, le blâme et un mauvais traitement. Enfin, les travailleurs de la santé peuvent manquer de connaissances et avoir des idées fausses sur la transmission du VIH, et craindre par conséquent de contracter le VIH par des contacts occasionnels ou des procédures médicales, telles que les prises de sang. Cette crainte et cette ignorance non fondée sur des preuves entraînent la stigmatisation. Comme mentionné précédemment, il existe des populations de personnes qui sont les plus exposées au risque de se voir refuser des soins de qualité. Ces populations comprennent les adolescents et les jeunes, en particulier les adolescentes et les jeunes femmes, les personnes vivant avec le VIH, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes transgenres, les travailleurs du sexe, les personnes qui consomment des drogues, les migrants et les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les minorités ethniques. Il n'est pas surprenant que les membres de ces populations soient les plus touchés par le VIH. En Afrique subsaharienne, les jeunes femmes de 15 à 24 ans ont 2 fois plus de chances que les jeunes hommes de vivre avec le VIH. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ont 19 fois plus de chances de vivre avec le VIH que la population générale. La prévalence du VIH chez les travailleurs du sexe est 12 fois plus élevée que dans la population générale. Et sur les 13,7 millions de consommateurs de drogue estimés dans le monde, 13% vivent avec le VIH. D'où vient la stigmatisation ? Nos valeurs et nos croyances sont à l'origine d'une grande partie de la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH et les personnes à risque. Ces valeurs et croyances découlent de notre éducation culturelle et sociale et des comportements appris de nos familles, communautés et traditions qui ont tous une incidence sur la façon dont nous nous comportons avec les autres. Il n'est pas rare que les professionnels de la santé ignorent comment ces valeurs et croyances affectent leur comportement. Ce que nous apprenons comme comportement normal nous amène à juger ceux qui se comportent différemment. Une grande partie de la stigmatisation qui entoure le VIH est liée à nos valeurs et croyances en matière de sexualité et de moralité. Prenons un moment pour examiner un exemple de la manière dont cette construction de valeurs et de croyances se traduit dans la vie réelle, en participant à un exercice d'étude de cas. L'étude de cas porte sur Samantha, une infirmière de clinique, et sert à illustrer la manière dont les valeurs et les croyances peuvent conduire à la stigmatisation dans un établissement de santé. Examinons maintenant quelques études de cas pour en savoir plus sur l'impact de la stigmatisation et de la discrimination dans les établissements de santé. Samantha est infirmière dans une clinique de soins primaires dans sa ville. La clinique traite des affections médicales générales telles que l'hypertension. Elle fournit également une thérapie antirétrovirale aux personnes vivant avec le VIH. Samantha n'aime pas certaines personnes qui se présentent à la clinique pour leurs soins et à qui on prescrit finalement une thérapie antirétrovirale. La population des patients qui reçoivent un traitement contre le VIH est composée d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, de travailleurs du sexe et même de certaines personnes qui consomment des drogues. Ils sont différents des autres patients vus à la clinique et Samantha ne les comprend pas. Elle pense que ce sont de mauvaises personnes qui la mettent mal à l'aise. Lorsqu'elle est en présence de ces patients, elle ne sourit pas, ne les touche pas et les gronde souvent à propos de leur mode de vie.
L'infirmière en chef a remarqué que ses patients essayent d'éviter de voir Samantha. Certains de ses patients se sont parlé entre eux, disant qu'ils pourraient déménager dans une autre clinique d'une autre ville pour recevoir leurs soins VIH. Samantha est infirmière dans une clinique de soins primaires dans sa ville. La clinique traite des affections médicales générales telles que l'hypertension. Elle fournit également une thérapie antirétrovirale aux personnes vivant avec le VIH. Samantha n'aime pas certaines personnes qui se présentent à la clinique pour leurs soins et à qui on prescrit finalement une thérapie antirétrovirale. La population des patients qui reçoivent un traitement contre le VIH est composée d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, de travailleurs du sexe et même de certaines personnes qui consomment des drogues. Ils sont différents des autres patients vus à la clinique et Samantha ne les comprend pas. Elle pense que ce sont de mauvaises personnes qui la mettent mal à l'aise. Lorsqu'elle est en présence de ses patients, elle ne sourit pas, ne les touche pas et les gronde souvent à propos de leur mode de vie. L'infirmière en chef a remarqué que ses patients essayent d'éviter de voir Samantha. Certains de ses patients se sont parlé entre eux, disant qu'ils pourraient déménager dans une autre clinique d'une autre ville pour recevoir leurs soins VIH. Que pouvons-nous apprendre du cas de Samantha? Avant tout, les personnes vivant avec le VIH et les autres populations clés ont, comme tout le monde, le droit au respect, à la dignité et à la santé. Ces droits ne doivent pas être bafoués, en particulier dans les établissements de santé par la stigmatisation et la discrimination. Samantha a ses propres croyances et valeurs auxquelles nous avons tous droit. Toutefois, ces croyances et valeurs influencent négativement sa capacité à remplir ses fonctions dans le cadre de l'engagement explicite pris par les professionnels de la santé, de ne pas permettre que des considérations de religion, de nationalité, de race, de parti, de politique ou de statut social interviennent dans le devoir d'un professionnel de la santé envers ses patients. En refusant de fournir des soins adéquats et respectueux à un patient, et surtout parce que ce refus est fondé sur un comportement stigmatisant ou discriminatoire de sa part, Samantha trahit le devoir de ne jamais causer de préjudice intentionnel à une personne ayant besoin de soins. En fait, elle fournit des soins de qualité inférieure, ce qui est inacceptable dans tout environnement clinique. Par exemple, il est probable qu'elle ne procède pas à un examen et un historique médical approprié, qu'elle ne donne pas de conseils en matière d'adhérence ou qu'elle n'oriente pas les patients vers des services de réduction des risques ou d'autres services nécessaires. Les patients qu'elle surveille se sentent stigmatisés et peuvent quitter la clinique. Ceci compromet leur adhésion au traitement du VIH et, en fin de compte, leur maintien dans les soins, en raison, par exemple, du fait de changer d'établissement de santé, et cela peut entraîner une augmentation des coûts de déplacement vers une clinique plus éloignée et ou des absences du travail. L'infirmière en chef a remarqué à la fois le comportement de Samantha et les réactions des quelques patients séropositifs qui ont exprimé leur désespoir face au traitement que cette dernière leur réserve. Elle doit agir pour mettre fin au comportement stigmatisant de Samantha et améliorer les soins médicaux médiocres qu'elle leur prodigue. Les travailleurs de la santé ne peuvent à eux seuls résoudre bon nombre des causes profondes de la stigmatisation, telles que les croyances et les attitudes de Samantha. Mais améliorer la sensibilisation de Samantha par la formation et l'interaction avec ses collègues peut l'aider à humaniser ainsi qu'à mieux comprendre les besoins et les préoccupations des personnes vivant avec le VIH. Les autres membres du personnel de la clinique devraient être encouragés à s'exprimer et à soutenir Samantha du mieux qu'ils peuvent pour l'aider à honorer son devoir de ne jamais causer de préjudice intentionnel à une personne ayant besoin de soins. Les clients de la clinique doivent être habilités et autorisés à parler de Samantha et d'autres membres du personnel aux administrateurs de la clinique, afin que des mesures correctives puissent être prises, de préférence dans le cadre d'un plan d'action systématisé visant à éliminer la stigmatisation dans les établissements de santé. Le directeur de la clinique doit également profiter de la situation pour reformer le personnel de la clinique sur l'impact qu'un comportement stigmatisant peut avoir sur la qualité, l'accessibilité et l'utilisation des services de santé fournis dans la clinique. Il est tout aussi essentiel, au niveau des établissements de santé, d'appliquer et de surveiller le respect constant d'un code de conduite pour les travailleurs de la santé, qui interdit, entre autres, la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH, des personnes de faible statut socio-économique, des personnes ayant une religion différente de celle du prestataire de soins de santé, des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente, et des personnes ayant des antécédents de consommation de substances ou d'engagement dans le commerce du sexe. Nous avons parlé plus tôt des populations clés les plus exposées au risque de déni de soins. Les effets de la stigmatisation sur les populations clés comprennent les sentiments de honte et de doute de soi, l'anxiété et la dépression, la non-divulgation de la séropositivité aux autres, la consommation excessive d'alcool et de drogue,
le retard dans le début du traitement du VIH et l'interruption ou l'arrêt du traitement. Des études sur la stigmatisation et la discrimination et sur les comportements de recherche de santé montrent que les personnes vivant avec le VIH qui perçoivent des niveaux élevés de stigmatisation liés au VIH sont 2,4 fois plus susceptibles de retarder l'inscription aux soins jusqu'à ce qu'elles soient très malades. La stigmatisation peut également accroître la prise de risque, notamment les rapports sexuels sans préservatif et la non-utilisation d'aiguilles propres, ainsi que la dissimulation de son orientation sexuelle, de sa consommation de drogue ou de son travail sexuel aux professionnels de la santé. Examinons l'étude suivante concernant Noah, un travailleur migrant, pour illustrer comment la stigmatisation peut entraîner la non-divulgation et les conséquences. Noah est un travailleur migrant marié avec un enfant. Depuis 5 ans, il travaille dans la capitale pour soutenir sa famille à qui il rend visite tous les quelques mois dans une ville rurale où sa famille est installée. En ville, Noah sort souvent et paye fréquemment pour des relations sexuelles transactionnelles. Il a commencé à perdre du poids et a dû s'absenter du travail en raison de symptômes ressemblant à ceux de la grippe. Noah s'est rendu dans une clinique où il a été testé séropositif. Le médecin qui lui a remis les résultats du test lui a remis une brochure VIH-Sida. Il n'a pas pris les antécédents médicaux et a jugé que Noah était soit un homme qui avait des relations sexuelles avec des hommes, soit une personne qui s'injectait des drogues. Il ne lui a pas non plus donné de conseils sur l'importance d'entamer une thérapie antirétrovirale, ni sur l'importance de révéler sa séropositivité à ses partenaires sexuels afin qu'ils puissent eux aussi faire un test de dépistage du VIH, et, s'ils sont séropositifs, qu'ils puissent bénéficier d'un traitement et d'autres services. Lorsqu'il s'est rendu au travail quelques jours plus tard, son employeur, qui soupçonnait que Noah était séropositif, l'a licencié sans motif. Noah est retourné dans sa ville natale pour vivre avec les parents de sa femme, Mia. Il n'a parlé à personne de son diagnostic de séropositivité. Il avait tellement honte de perdre son emploi, de ne pas avoir d'argent et de la façon dont il avait contracté le VIH. Il avait tellement honte d'être séropositif et avait si peur des réactions des gens qu'il ne voulait pas que quiconque le sache. Il pensait que les parents de Mia le mettraient à la porte de leur maison s'ils le savaient. Lorsque le fils de Noah est tombé malade avec des symptômes similaires à ceux de Noah, Mia et son fils ont tous deux subi un test de dépistage du VIH. Tous deux étaient séropositifs. Noah a finalement informé Mia de son propre diagnostic. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'affaire Noah? La stigmatisation ou la peur de la stigmatisation empêche les personnes vivant avec le VIH de révéler leur séropositivité à leurs partenaires, à leurs familles et à leurs amis. Elle affecte la volonté des personnes de protéger leur propre santé et celle de leur famille et les empêche d'accéder aux services de santé. Les personnes comme Noah sont souvent victimes de stigmatisation multiples ou à plusieurs niveaux. Noah a perdu son emploi à cause de son diagnostic de VIH, n'a dit à personne qu'il était séropositif par crainte du rejet de sa famille, n'a pas révélé sa séropositivité à Mia avant que son fils ne tombe malade. Ce manque de divulgation n'est pas rare. Les données provisoires de l'enquête citée plus haut dans ce module indiquent que les personnes vivant avec le VIH participant à l'initiative Fast Track Cities s'inquiètent de la divulgation de leur statut VIH à leurs conjoints et à leurs partenaires intimes, ainsi qu'aux membres de la famille et de leurs amis. Une personne sur 3 a presque toujours ou souvent cette inquiétude. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment dans le cas de Noah? Le médecin aurait dû prendre les antécédents médicaux plutôt que de porter un jugement sur la façon dont Noah a pu contracter le VIH. Noah aurait dû recevoir des conseils complets sur son diagnostic de VIH, être conseillé sur l'importance de révéler sa séropositivité à ses partenaires intimes, sur la nécessité d'un réseau de soutien social et sur le lancement d'une thérapie antirétrovirale, ainsi qu'être orienté vers d'autres services permettant d'optimiser son état de santé, par exemple des services de réduction des risques liés à la consommation d'alcool. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, ou ONU-SIDA, a affirmé que la stigmatisation et la discrimination constituent des violations des principes et obligations fondamentaux des droits de l'homme. Heureusement, la plupart des travailleurs de la santé ne se livrent pas à des comportements stigmatisants et discriminatoires. Pourtant, la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé sont encore trop courantes et prennent de nombreuses formes, comme l'illustrent les 2 études de cas de ce module. La stigmatisation et la discrimination constituent des obstacles inacceptables à l'accès et à l'utilisation des services de santé, notamment ceux liés au VIH.
et empêche ainsi la réalisation de la couverture médicale universelle et en fin de compte du droit à la santé. Enfin, la stigmatisation et la discrimination entraînent de mauvais résultats en matière de santé et entravent les efforts visant à assurer une vie saine à toutes les personnes vivant avec et affectées par le VIH, ainsi que le contrôle de l'épidémie de VIH. Prenons maintenant un moment pour résumer les concepts clés de ce module. Pour terminer, un résumé des principes clés de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Les professionnels de la santé doivent fournir à tous des services accessibles et de qualité fondés sur les principes de non-discrimination et d'égalité. La vie privée et la confidentialité doivent être garanties et le respect de la dignité et de l'autonomie de la personne doit être assuré. Il est essentiel que les personnes vivant avec le VIH et affectées par celui-ci participent de manière significative à leurs propres soins. Et la responsabilité professionnelle doit être démontrée en abordant et en éliminant la stigmatisation et la discrimination à tous les niveaux. Nous avons couvert beaucoup de notions dans le module 1 de ce cours en ligne en 3 modules, intitulé Éliminer la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé offrant des services liés au VIH. Dans le prochain module de ce cours en ligne, nous examinerons comment vous pouvez intégrer la réduction de la stigmatisation dans votre pratique quotidienne. Maintenant que ce module touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à son contenu à partir de vos perspectives personnelles et professionnelles. Réfléchissez. Quel est le lien entre la santé et les droits de l'homme? Comment la stigmatisation et la discrimination en vigueur violent-elles le droit humain à la santé? Quelle est votre obligation en tant que travailleur de la santé de fournir des soins, des traitements et un soutien sans stigmatisation aux personnes vivant avec le VIH? Comment allez-vous intégrer ce que vous avez appris dans le module 1 dans votre pratique clinique quotidienne en matière de VIH? L'IAPAC souhaite reconnaître la contribution de nos institutions partenaires dans le développement de ce cours en ligne. Nous remercions le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, l'International AIDS Society, le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, l'Association des infirmières et des infirmiers en sidologie et la Coalition internationale pour la préparation au traitement. Nous reconnaissons également que le financement de ce projet a été rendu possible grâce au soutien du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ou PEPFAR, et de l'Agence américaine pour le développement international. Nous vous remercions d'avoir complété le module 1. Vous pouvez maintenant quitter le module.